Donc, rebonjour. Dans le dernier chapitre, la granitisation et sa relation avec le métamorphisme, on va étudier maintenant d'autres roches. Ce sont des roches granitiques. Le granit que vous voyez ici, c'est une roche magmatique de type plutonique. Elle a une structure particulière, donc elle a une structure complètement cristallisée ou bien grenue, due à un refroidissement du magma en profondeur. Ça veut dire un refroidissement qui est lent. On trouve le granit surtout dans la croûte continentale. Maintenant, on va voir d'où vient ce granit dans les zones de la formation des chaînes de montagne. D'accord. Donc d'abord, on va étudier deux types de granit. Il y a le premier type appelé granit d'anatexie, donc anatectique. On le trouve par exemple ici dans cette carte au Maroc. Donc vous voyez dans la région de Zaïre, il y a un affleurement de ce granit, dit granit d'anatexie. Donc, premièrement, ce granit a une large étendue dans cette région avec plusieurs masses, donc plusieurs groupes de roches. À côté de ce granit, on trouve d'autres roches, principalement les roches métamorphiques. Donc, on trouve le gneiss, on trouve aussi le mécachiste, mais on trouve une roche très typique qui est le migmatite. Donc, le migmatite, c'est quoi? Le migmatite, c'est une roche formée de deux parties. Ça veut dire qu'elle est formée d'une partie granitique avec la texture qu'on a vue, texture grenue, et l'autre partie, c'est le gneiss avec la structure foliée. C'est-à-dire que le migmatite est une roche intermédiaire entre les roches métamorphiques et les roches granitiques. De là, on peut dire qu'il y a une relation entre la granitisation et le métamorphisme. D'accord. Donc, parmi les caractéristiques de ce granit d'anatexie, donc vous avez une grande surface, bien sûr, se forme de plusieurs masses, de plusieurs groupes de roches qui affleurent à la surface et toujours en contact avec une roche métamorphique qui est le gneiss. Il y a la présence d'une roche intermédiaire entre le granit et les roches métamorphiques qui est le migmatite. Et bien sûr, ici, on peut dire que la limite entre le granit et les roches métamorphiques n'est pas claire, puisqu'on trouve une roche intermédiaire entre les deux, donc on ne peut pas limiter, on ne peut pas faire une limite entre les deux types de roches. Donc vous avez ici une comparaison entre les trois types de roches qu'on trouve ici. Donc ça, ce sont des observations microscopiques de la mince. Pour le gneiss, donc on a déjà vu ça. Donc le gneiss, la structure, elle est foliée. Elle est formée toujours à l'état solide puisque c'est une roche métamorphique. On trouve des lits sombres et des lits clairs, ça veut dire une structure foliée. Pour le migmatite, il a une structure double. C'est-à-dire, on trouve deux types de structures dans le migmatite. En haut, c'est une structure qui est grenue, cristallisée, et en bas, on voit une structure qui ressemble au gneiss, ça veut dire que c'est une structure foliée. Donc, le migmatite est formé dans deux états différents. Un état solide qui a donné le gneiss et un état liquide qui a donné le granit. Et bien sûr, le granit a une structure grenue, complètement cristallisée, avec de gros cristaux, pas d'orientation de ces cristaux. Donc, on parle d'une structure grenue. Et l'état physique, c'est l'état liquide, ça veut dire que le granit est issu d'un refroidissement du magma liquide. D'accord? On peut conclure maintenant que le migmatite et le granit proviennent les deux d'une fusion. Donc la fusion partielle de quoi? La fusion du gneiss. Donc cette fusion se fait dans les conditions extrêmes du métamorphisme. Ça veut dire quand on arrive au gneiss, si j'augmente davantage la température, une partie de ce gneiss va fondre pour donner le magma. Et si on a un refroidissement de cette partie liquide, on va avoir le migmatite. Si la fusion est totale et complète, on va avoir le granit après le refroidissement. D'accord? Bien sûr, sous l'effet de la température et de la pression en profondeur, il y a changement minéralogique et structural des roches, formation du gneiss, mais si on a une fusion partielle, ça va donner la migmatite. Donc cette fusion est appelée anatexie. Bien sûr, si le taux de fusion augmente, on va obtenir une fusion totale du gneiss qui va donner le magma granitique maintenant. Après cristallisation en profondeur, il donne le granit d'anatexie.
D'accord? Pour maintenant les caractéristiques d'un autre granit. Donc on va parler maintenant d'un autre granit qui est le granit intrusif. Le granit intrusif, on le trouve par exemple dans plusieurs régions. Vous avez ici une petite carte qui représente l'affleurement d'un autre granit. Donc on voit en jaune un granit qui diffère un peu du granit d'Anatexie par, premièrement, l'affleurement. Donc il y a une seule masse qui se trouve dans cette carte. Il n'y a pas plusieurs masses et aussi cette masse elle est limitée. Ça veut dire que la surface n'est pas très grande. Autour de cette masse de granit intrusif, on trouve toujours des roches métamorphiques mais pas de migmatite. Dans ce type de granit, on ne trouve pas de migmatite. On ne peut pas trouver ce mélange de roches métamorphiques et de roches granitiques. On va prendre une coupe géologique dans cette région. Voici le granit intrusif en milieu. Et voici ici en bleu, ce sont des roches qui sont métamorphiques et qui entourent le granit d'intrusif. Tout simplement, ça forme ce qu'on appelle une auréole de métamorphisme. Donc, l'auréole de métamorphisme, c'est tout simplement des roches qui ont subi un métamorphisme thermique, d'accord, en présence d'un magma qui est chaud, donc comme le cas de la zone de subduction. D'accord? Dans le granit intrusif, on peut parfois trouver de petites roches qui sont introduites, incluses à l'intérieur de ce granit. On parle d'enclaves. Donc surtout, on trouve des enclaves, par exemple, de gneiss à l'intérieur du granit. Ce sont des parties ou bien de roches qui sont tombées dans le magma au cours de sa remontée et elles sont restées à l'intérieur du magma et après le refroidissement, donc elles se trouvent à l'intérieur formant des enclaves. Donc ces enclaves vont renseigner sur les conditions de la formation de ce granit. Parfois on trouve des parties de roches qui viennent par exemple de haute profondeur dans un granit qui est formé à une faible profondeur. Donc on peut dire que ce granit est dû à une remontée du magma du profondeur vers la surface. Comme comparaison entre les deux granites d'Anatexie et le granit intrusif, donc le granit d'Anatexie prend une grande surface et est formé en grande profondeur après un métamorphisme extrême, après une anatexie ou bien fusion des roches métamorphiques. Il n'y a pas une limite qui est claire entre les roches métamorphiques et ce granit. Donc cette limite qui n'est pas claire, elle est toujours présentée par le migmatite ou bien cette roche intermédiaire. Il y a aussi la remontée du magma de la profondeur pour former des intrusions. Donc l'intrusion va donner tout simplement un autre granit qui est le granit intrusif. Le granit intrusif, il est entouré d'une auréole de métamorphique, ça veut dire entouré de roches métamorphiques et la limite entre les roches métamorphiques et granitiques, elle est claire et forme une seule masse qui est de petite taille. Donc comme résumé de ce qu'on a vu, donc voici un tableau qui résume les différentes caractéristiques du granit d'Anatexie et le granit intrusif.